S'il n'y a pas eu grand reproche à faire aux résultats proposés par la Commission électorale nationale autonome dans le cadre des législatives dernières par la Cour constitutionnelle face aux élections communales, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont été revues, notamment par la Cour suprême, qui continue d'ailleurs de revoir un peu les propositions de résultats faites par la Commission électorale nationale autonome, ce qui fait que des communes annoncées prises par un parti eh bien, seront désormais passées sous le contrôle d'autres partis. On va en parler notamment tout au long de cette émission. On va s'intéresser surtout à la qualité du travail proposé donc par l'instance en charge de l'organisation des élections au Bénin, précisément dans le cadre de ces élections communales. On va s'intéresser aussi, mettons, à l'actualité politico-politique de l'heure. Il s'agit notamment de l'installation de la 10e mandature de l'Assemblée nationale ainsi que de l'élection du bureau devant conduire les travaux donc, de l'institution sur les 7 prochaines années. Joseph Diagbeno, le président de l'Union progressiste Le Renouveau, a été porté à la tête de l'institution avec déjà même quelques autres éléments et travaux effectués, notamment la définition et la détermination de la configuration des commissions de l'institution. On en dira deux mots. Avant de penser, bien évidemment, à faire un petit point des travaux effectués par la 9e mandature tenue par Louis Vlavonou, le prédécesseur à Joseph Diagbeno. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Merci d'être au rendez-vous donc de l'analyse de l'actualité au Bénin. Adessé Carlos Oké, bonjour. On va commencer notamment par l'Assemblée nationale. On a déjà une nouvelle mandature qui est installée depuis dimanche, avec notamment Joseph Diagbeno porté à la tête de l'institution. Est-ce que c'est une surprise que de voir Diagbeno en cette position-là? C'est pas vraiment une surprise, même s'il y a eu des doutes sur le choix de Joseph Diagbeno, parce que pendant un bon moment, nous avions pensé que soit Louis Vlavonou serait reconduit, soit peut-être Abdoulaye Tchané, qui faisait des pieds et des mains pour avoir le poste, pouvait l'avoir. Joseph Diagbeno, qui était pratiquement silencieux dans l'affaire, a fini par l'avoir. Ce n'est pas une surprise dans la mesure où c'est son parti qui est majoritaire et que logiquement, c'est à ce parti-là que devait revenir le siège et que Louis Vlavonou a déjà siégé deux fois d'affilée. Il n'y a pas une loi qui l'interdit une troisième fois. La loi l'interdit, mais il était de bon ton d'insuffler du sang neuf parce que même au sommet du pouvoir, on essaye d'insuffler du sang neuf. Donc je pense que de l'un dans l'autre, nous sommes dans la même génération d'acteurs politiques et c'est plus efficace. On se disait que Joseph Diagbeno était parti de la Cour constitutionnelle pour s'occuper exclusivement du bon fonctionnement de l'Union progressiste Le Renouveau. Il l'abandonne alors? C'est pas un travail. Ah oui? Gérer le plus grand parti du Bénin avec autant de poids politique sur l'échiquier politique national, c'est quand même quelque chose. Non, mais je pense qu'il n'y a personne qui s'occupe exclusivement de ça. On peut avoir une fonction tout en étant le responsable du parti. Même si je pense qu'au niveau du perchoir, ce n'est pas très compatible avec la situation des partis politiques aujourd'hui. Avec la réforme, nous n'avons plus les partis d'hier où le patriarche faisait ce qu'il voulait. Donc, pour que le parti fonctionne bien, je pense qu'il va falloir à un moment que Joseph Diagbeno décide d'en abandonner la présidence. Et cela dit, bon, c'est au parti de voir, peut-être que le cumul est possible, mais dans tous les cas, je pense que Joseph Diagbeno, à la tête du perchoir, c'est la prime à la supériorité numérique de l'UPR. Parlons du profil de l'homme. Il a quand même deux ou trois profils. On va s'intéresser d'abord à son profil politique, puisque nous parlons de l'Assemblée nationale. Du point de vue politique, c'était vraiment le meilleur profil disponible? Je ne dirais pas forcément le meilleur profil disponible, mais c'était un bon profil disponible. Parce que Joseph Diagbeno, on se rappelle que dès qu'il est entré en politique à la veille des élections législatives de 2015, il est passé dans le ciel politique comme une météorite à une vitesse assez folle. Dès qu'il est allé à l'Assemblée, il est passé président de la commission des lois. Et juste après, il a été nommé ministre de la Justice. Il n'a gardé les sceaux que 2 ans. On l'a retrouvé président de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas rien du tout.
Et de la Cour constitutionnelle, on le voit à la tête du plus grand parti politique. Donc, je crois qu'il a parcouru tous les compartiments qui permettent à un homme politique aujourd'hui au Bénin d'avoir toutes les cartes en main et de savoir de quoi il parle quand il s'assoit devant n'importe qui. Donc, en tant qu'acteur politique, il a le background qu'il faut. Oui, mais la brièveté de ces passages à ces différents niveaux fait vraiment de lui un homme d'expérience. On a vu les passés, vous l'aviez dit, hein, à l'Assemblée nationale déjà en 2015. En 2016 déjà, il se retrouve dans un gouvernement. 2 ans après, il est à la tête de la Cour constitutionnelle. 3 ans ou 4 ans à peu près après, il quitte aussi. Il y a une sorte d'instabilité ou c'est pas moi, une forme, un sentiment d'être pressé quelque part qui fait qu'on n'a pas suffisamment pris le temps d'accumuler les expériences qu'il faut. Mais il se trouve que ce n'est pas lui-même qui décidait de changer de posture et que, quelque part, le chef de l'État considérait que sa présence à ces différents postes qu'il a occupés pouvait apporter quelque chose. Et nous sommes tous témoins qu'à chaque poste où il est passé, Joseph Diakono a laissé des traces, même s'il y a des procès parfois à lui faire au sein de la classe politique. Donc, je pense que le temps qu'il a fait à chacune de ces positions lui a permis d'engranger une certaine expérience et que la somme de ces expériences aujourd'hui, à la tête du Parlement béninois, pourra permettre d'avoir une législature, à mon sens, assez efficace. On parle d'Assemblée nationale, il n'a pas grande expérience en la matière. Ah non, mais l'Assemblée nationale, c'est aussi l'accumulation de ce que vous avez connu avant d'arriver là. Ce n'est pas parce qu'il est aujourd'hui entré à l'Assemblée nationale qu'il a commencé à faire ses classes politiques aujourd'hui. Donc, il a une sorte d'expérience donnée. Et pour ce qui est du fonctionnement, il y a un règlement intérieur, il y a des assistants qui vous apportent... oui, mais la pratique quotidienne, quand on sait que c'est un lieu politique, son prédécesseur a été quand même plusieurs fois député, a appris à observer ses collègues avant d'être désigné pour les diriger. Oui, c'est pourquoi c'est une bonne chose qu'il ait eu, lui, par le passé, la chance d'être passé à l'Assemblée nationale et d'avoir été président de la commission des lois. Je pense qu'il n'y a personne, plus que quelqu'un qui est à la présidence de la commission des lois à l'Assemblée nationale, qui sache comment ça fonctionne et qui puisse apporter, qui puisse s'adapter très rapidement au fonctionnement d'une institution comme celle-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Joseph Diakono n'a pas beaucoup à apprendre sur le fonctionnement, étant donné que par le passé, il avait déjà joué le rôle clé, le rôle charnière qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale, celle du président de la commission des lois. Donc, à mon sens, il est comme un poisson dans le marigot. On a vu quand même, mettons l'homme évoluer sur la scène politique nationale. Quand on voit un peu, je dois dire, le temps qu'il a mis justement à en arriver là, et bien évidemment, il y a des expériences certainement dont il va profiter pour continuer à diriger cette institution-là. Mais il voit de près, est-ce que ce n'est pas un lot de consolation? Ce n'est pas le meilleur rêve de Joseph Diakono. Et on peut commencer à revisiter le passé. Hein? Il avait déjà eu, en tout cas, des élans de présidentiable en 2014-2015, notamment avec son parti politique Alternative citoyenne. Et puis après, certaines mauvaises langues, entre griffes, ont dit qu'il avait rêvé de prendre la relève à Patrice Talon, notamment après son mandat unique officiellement annoncé. Ce n'est pas venu en 2021. D'autres ont supposé qu'en 2026, là maintenant où nous en sommes, il devrait en principe être le dauphin. Et là encore aussi, ce n'est pas le bon choix, en tout cas qui lui a été imposé. Et il se retrouve à l'Assemblée nationale, ce à quoi peut-être il n'a pas souvent pensé, en tout cas à moins qu'il le dise officiellement. Est-ce que ce n'est pas un lot de consolation? Si c'était un lot de consolation, c'est quand même un sacré lot. Ah oui? Parce que le président de l'Assemblée nationale est la deuxième personnalité du pays. Mais si vous voulez le gros... À mon sens, même si par le passé, Joseph Diakono avait rêvé d'être candidat à la présidentielle, ce n'est pas tous ceux qui en ont rêvé dans leur vie qui se sont retrouvés président de la République. Donc, c'était peut-être un rêve qu'il habitait, mais il a été, à mon sens, assez loyal et assez patient dans le régime de la rupture. Parce qu'à aucun moment, on l'a vu manifester une impatience quelconque ou une déception quelconque par rapport au fait qu'il aurait eu peut-être des prétentions. Oui, sous Talon, ça ne se fait pas sur la place publique. Ce n'est pas à nous de nous plaindre à sa place, si lui-même ne se plaint pas. Mais j'observe que hier, il était à la Cour constitutionnelle, je crois que c'est la troisième personnalité du pays. Aujourd'hui,
il est président de l'Assemblée nationale, c'est la deuxième personnalité du pays. Rien n'empêche de penser que demain, il pourrait se retrouver à la tête de l'État parce que l'âge qu'il a aujourd'hui lui permet très simplement d'être patient et d'attendre que son tour arrive. Je pense que c'est ce que Joseph de Gaulle lui-même a compris en se disant que quand le destin est tracé, il n'y a rien qui, fondamentalement, puisse l'empêcher de s'accomplir. Aujourd'hui, il est dans une posture où, à mon sens, il est déjà vraiment dans une position où il peut impacter la vie politique des Béninois de façon très significative. Et je pense que c'est ce qu'il entend faire. Quoi, à travers les lois? Ce n'est pas une sinécure d'être président de l'Assemblée nationale. C'est un rôle éminent. Et je pense que, de par la posture du bonhomme, de par son bagage, de par son parcours, ce qu'on en attend est quand même un peu plus que d'être quelqu'un à qui on a donné un lot de consolation. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement de ce Parlement et de la gestion de Diogwenou, quand on sait que, bon, à la Cour constitutionnelle, où il a eu relativement un peu plus de liberté pour imprimer sa marque, les réformes ont été parfois contestées, parfois sujets à discussion, à polémique, etc. Quelle pourrait être cette marge de manœuvre ici pour impacter à la fois le fonctionnement de l'institution, mais aussi la qualité, je dois dire, des lois qui seront, mettons, votées pour régir la société béninoise? Déjà, c'est un juriste de haut niveau. Et ensuite, c'est un acteur politique avisé aujourd'hui. Mais donc, on peut dire que son passage à la Cour constitutionnelle a déjà donné une certaine idée de ce qu'il est capable de faire des innovations. Parce que les audiences publiques, ont commencé sous sa présidence. Donc, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, le débat politique est pratiquement mis sous boisseau. Et je pense que Joseph Diogwenou fera en sorte que nous ayons des débats un peu plus suivis aujourd'hui au sein de la population, parce que c'est le parent pauvre, c'est le point faible de la gouvernance des 8e et 9e législatures. Le débat politique à l'Assemblée nationale ne passionne plus les citoyens. Les citoyens ne s'y intéressent même plus. Et pourtant, l'Assemblée nationale a eu une télévision, a eu une radio, des organes sur les réseaux sociaux pour nous permettre de suivre. Mais ça n'a pas été véritablement un point fort de la gouvernance des 8e et 9e législatures. Donc, je pense que Joseph Diogwenou travaillera certainement à ce que le public soit reconnecté avec l'Assemblée nationale pour permettre de suivre les débats, parce que, quoi qu'on dise, même si la rupture prône une certaine trêve aujourd'hui, il faudra quand même que nous comprenions que la trêve ne signifie pas l'absence de débat, et que plus il y aura de débats, plus nous trouverons les moyens d'améliorer ce que nous faisons au quotidien. Et je pense qu'au sein de la mouvance présidentielle, on doit pouvoir trouver le moyen de dire et de permettre aux députés de s'exprimer très librement et de faire des propositions concrètes pour que le débat politicien puisse apporter quelque chose de plus au sein de l'hémicycle, où aujourd'hui nous avons le sentiment qu'il n'y a que des personnes taillables et corvéables à merci qui votent des lois qu'ils ne maîtrisent même pas, qui sont dans l'absentéisme d'ailleurs, et qui ne sont pas capables d'avoir une suite dans les idées. On viendra peut-être sur le bilan. On fera le bilan de la 9e mandature. Et vous verrez ensemble qu'aujourd'hui, en dehors du fait que l'Assemblée nationale a quand même voté beaucoup de lois, nous sommes restés un peu sur notre faim par rapport à l'animation de la vie politique. En parlant un peu du bureau que dirige désormais Joseph Diogwenou, on retrouve un certain Barthélémy Cassa, l'Éternel. Ça fait bien longtemps qu'il est à l'Assemblée nationale, presque inamovible, premier vice-président. On retrouve, mettons, Mario Capo, le professeur d'université, deuxième vice-président. À part deux postes, notamment où on a des entrées, on a bien l'impression que c'est l'ancien bureau qui a été reconduit en dehors du président. Oui, ce sont les anciens qui sont revenus. Oui. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, je suppose que c'est pour cela que ceux qui avaient occupé ces fonctions-là, on les a reconduits tout simplement. Et en quoi est-ce qu'il pourrait imprimer un changement quand on sait comment est-ce que ça s'est passé par le passé? Oui, mais le changement, c'est aussi la tête. Donc, avec un autre président, il peut se passer des choses peuvent se passer différemment. Donc, je pense qu'ils n'ont pas démérité. Ils n'ont pas démérité, et c'est pour ça que
en prime à la loyauté et à l'efficacité, on les a reconduits. Bon, on n'a pas à se plaindre de ça jusqu'à ce que nous ayons la preuve du contraire. Est-ce que ce n'est pas une prise en otage de l'institution par les universitaires? Djogbenou, universitaire, Maunyo Kapo, universitaire, Batlemi Kassa, universitaire. Dans les commissions, on a encore une certaine Éléonore Yaïl Ladikan, universitaire. On a bien l'impression que les universitaires ont pris d'assaut l'institution. Oui, mais c'est que les universitaires ne trouvent plus leur compte à l'université. Je l'avais dit au cours d'une émission ici. À l'université, le professeur agrégé qui est dans toute la solennité de sa posture n'est pas valorisé autant que le petit conseiller de quartier qui est élu politiquement et qui a des privilèges. Et lorsque, à l'Assemblée nationale, vous avez des personnes qui ont à peine le bac, qui ont un chauffeur, qui ont une voiture de fonction, qui ont des primes de 5 millions, et que le professeur d'université, avec tout son bagage et tout ce qu'il fait, il y a 1 million, 1 million 2. À peine à 2 millions maximum, et il se dit qu'il a plus de valeur que ça. Il a quand même plus de valeur que ceux qui sont à l'Assemblée nationale et qui gagnent autant d'argent. C'est pour ça que le milieu universitaire a commencé à se vider aux grandes dames du développement, parce que c'est eux en réalité qui devaient réfléchir à impulser le développement. Mais ils sont tous en train de quitter l'université pour s'investir en politique. Vous vous rappelez, je déplorais que quelqu'un comme Joël Aïvo se soit retrouvé en prison parce qu'il a été obligé à un moment donné de se dire, bon, pour avoir de la valeur dans ce pays, il faut faire de la politique. Vous voyez, si le professeur d'université est valorisé et ne trouve aucun privilège particulier à venir s'emmerder en politique, je pense qu'ils resteront tous là-bas. Et par conséquent, nous aurons une plus-value efficace du point de vue du brainstorming. Donc, il faut travailler à ce que les salaires politiques n'écrasent pas complètement les salaires des grands intellectuels et des grands penseurs, pour que nous puissions faire en sorte que chacun soit dans son couloir et que les politiciens fassent leur politique et que l'université continue d'être véritablement le haut lieu du savoir. Si l'université se vide de ses professeurs les plus éminents, vous imaginez bien que c'est la médiocrité qui s'installe progressivement. Moi, c'est ce que je trouve à dire fondamentalement, pas pour le fait que nous ayons ces personnalités-là. Mais peut-être que c'est un mal pour un bien, parce que l'Assemblée nationale a à sa tête désormais des personnalités qui ont un haut niveau du savoir et qui peuvent, par ce fait-là, nous conduire vers des lendemains meilleurs. Même si, par le passé, on ne peut pas dire que des personnes qui ont, on va dire, un bon bagage intellectuel n'étaient pas non plus présents. C'est ce que j'allais dire. Parce que, bon, tous ceux qui ont dirigé l'Assemblée nationale jusqu'à aujourd'hui sont quand même des hommes d'un certain niveau et qui ont une certaine connaissance des choses et de la vie. Donc, c'est un bien pour un mal ou un mal pour un bien, c'est à vous de voir. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'il faut faire en sorte quand même que les universitaires vraiment s'intéressent plus à l'université qu'à la politique politicienne, parce que quand on fait une agrégation, c'est parce qu'on a voué sa vie à l'université. On a bien l'impression aussi que le passé ne leur rend pas forcément justice. En tout cas, quand ils migrent vers la politique, ça perd de sa crédibilité, de son aura, de son pertinence. La politique est une arène dans laquelle nagent des personnes de bonne moralité comme des bouseux. Et donc, quand vous entrez dans une arène dans laquelle il y a des personnes de toute nature et de toute catégorie, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être maculé de boue et de vous enfoncer dans la fange. C'est pour ça que des personnes d'une très grande honorabilité se retrouvent dans des situations compromettantes, parce que bon, la politique, parfois, vous oblige à faire des choses que la moralité interdit. On aura donc des débats peut-être hautement intellectuels? Ah, ça, c'est ce qu'on peut souhaiter. Et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Parce que ce que nous avions hier, c'était des heures qui nous empêchaient d'avancer. C'était des situations de conflit qui nous empêchaient d'avancer. Si, en écartant tout ça, nous avons aujourd'hui tous à cœur de proposer, de faire des critiques, de l'action et de faire des propositions pertinentes pour permettre d'améliorer
ce serait une grande avancée. Et je pense que c'est ça que nous avons perdu par rapport, par exemple, à la première législature de l'Assemblée nationale. C'est des gens qui ne se traînaient pas dans la boue, mais faisaient des débats d'un niveau très élevé. Je pense qu'on peut encore renouer avec ça sans que forcément il y ait une position jusqu'au boutiste au tutoir que je m'y mette. Donc, oui, nous avons des universitaires, nous avons des personnes très qualifiées à l'Assemblée nationale aujourd'hui, et c'est une opportunité, à mon sens, à saisir pour renouer avec le vrai débat politicien qui reconnecte le public béninois à son Assemblée nationale, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les Béninois ne se reconnaissent plus trop dans les élus et dans ce qu'ils font. Et ils se disent, bon, on les envoie là-bas, ils font ce qu'ils veulent, ils ne nous rendent pas compte, même si, quelquefois, j'ai noté quand même qu'il y a eu des redditions de comptes ces dernières années. Oui, et notamment au lendemain du vote de la révision de la Constitution, précisément. C'est vrai que le bureau, il est peut-être universitaire, à forte dominance universitaire, mais ce n'est pas le bureau qui fera le débat. Hein. Il y a quand même, mettons ça, deux autres qui sont députés et qui vont participer donc aux échanges. Parmi eux, il y en a quand même beaucoup qui ont le bagage et qui peuvent faire le job. Ah oui? Je pense que ils ne sont pas tous universitaires, mais ils ont quand même un parcours professionnel très respectable. Nous avons une bonne Assemblée nationale aujourd'hui dans laquelle nous pouvons avoir véritablement... Qui assure vraiment des débats vraiment de grand niveau. Maintenant, tout dépend... Le contexte ne s'y prête pas vraiment, non? Quand on sait que, on a commencé à le dire, il y aura une trêve de 6 ans à peu près. C'est une Assemblée nationale qui sera dominée par deux partis politiques, et au-delà même de l'Assemblée nationale, la scène politique nationale sera fondamentalement dominée par ces deux partis politiques. On ne dira pas qu'il y a grand enjeu, et quand il n'y a pas enjeu, il n'y a pas débat. Non, le débat, ce n'est pas forcément l'enjeu. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas au toi que je m'y mette. Mais au sein d'une Assemblée, on peut toujours trouver le moyen d'améliorer toutes les propositions qui sont faites. On peut trouver le moyen de discuter des choses qui nous font tous progresser. Lorsque le gouvernement fait des propositions et que les députés l'étudient, il n'y a aucune raison de penser que sur 109 personnes, personne n'a rien à dire pour améliorer ça. Hein? Donc, on ne peut pas toujours voter les yeux fermés en disant que le gouvernement a pensé à tout. Il faut faire des débats, et les débats permettent à l'exécutif de corriger ce qui doit être corrigé et d'améliorer ce qui doit être amélioré. Je pense que ce qui nous manque et que nous devons essentiellement retrouver, ce sont les débats d'idées, parce que c'est la seule façon de faire vivre une assemblée dans un régime de démocratie, même si par ailleurs il y a des aspects de cette démocratie que nous pouvons quereller. Mais au sein de l'Assemblée nationale, il peut y avoir une vraie démocratie, même s'il n'y a que deux partis qui soutiennent l'action du chef de l'État. Parlons justement de la mandature qui a précédé, celle dirigée par Louis Vlavonou et qui a duré 3 ans. C'était une mandature de transition pour aligner les mandats des structures où on fait des élections. Quelle aura été votre lecture? Quelle est votre lecture de la façon dont Vlavonou aura géré cette assemblée qui, faut-il le rappeler, a quand même connu 3 présences pendant ces 3 ans-là, notamment avec les députés du Parti Les Démocrates? Je pense que l'action de la présidente de Vlavonou a apporté beaucoup. En ce sens que il a été ce que je considère comme l'un des véritables soldats de la rupture. Parce que la présidence de Vlavonou à la 8e législature avait déjà permis de voter quantité de lois. On parle de 117 lois quand même, c'est un record, qui ont été votées pendant la 8e législature. N'oubliez pas que toutes les lois majeures par lesquelles la démocratie a créé une sorte de refondation du système politique ont été votées par la présidence de Louis Vlavonou, alors que nous avons tous observé qu'il n'y a pas eu de grande résistance à l'intérieur de l'appareil parlementaire. Donc, il a conduit les débats avec une certaine facilité, on va dire, même avec une certaine rigueur, et il a fait en sorte que tous les projets aboutissent. Et par conséquent, on a eu 2 révisions de la Constitution sous Louis Vlavonou. C'est pas rien. 2019 et 2025, vers la fin de 2025. Bon, donc, nous avons eu 2 révisions. Nous avons eu le code électoral, mais nous avons aussi eu des lois majeures comme la
loi sur la chefferie traditionnelle, la loi sur la violence basée sur le genre. Basée sur le genre. Nous avons eu des lois sur, on va dire, la suppression de la peine de mort. Bon, bref, il y a eu beaucoup de lois majeures qui ont été votées. La promotion des femmes qui a été faite pendant cette législature. Et je pense qu'à l'intérieur de l'appareil parlementaire même, il y a eu énormément de réformes sur la structuration même de l'Assemblée nationale et de ses services. Les services ont été véritablement réorganisés. Et nous avons une architecture aujourd'hui qui permet de dire que nous avons un Parlement moderne. Donc, à l'intérieur, il y a eu beaucoup de convivialité aussi, parce que je pense on peut dire qu'il a géré comme un père de famille, parce que il y avait des promotions, des fêtes, il y avait des réconciliations, il y avait des mariages, et même entre personnes, on va dire, dans le personnel de la sécurité. 24 mariages le même jour, c'est quand même quelque chose. Bon, donc, je pense qu'il a géré un peu tout ça avec un esprit de père de famille. Si la 8e législature a voté 117 lois au pas de charge, il faut observer que la 9e législature n'en a voté que 63. Mais quand même, sur les 63, on note qu'il y a 61 projets de loi contre 2 propositions de loi. Ça veut dire que le député béninois a perdu un peu le sens de l'activité parlementaire et se contente de voter tout simplement les textes que le gouvernement envoie aux députés. Alors que l'initiative de la loi est en principe aussi de l'ordre de l'initiative des députés. Donc aujourd'hui, les députés ne travaillent plus à innover, à chercher les voies et moyens d'organiser la cité à travers des propositions de loi. Et ça, c'est une faiblesse de la 9e législature et nous espérons que la 10e ne va pas se complaire dans cet immobilisme en se contentant d'attendre que à chaque fois le gouvernement envoie des lois, des projets de loi du moins pour les voter. Évidemment, c'est un ancien président d'institution, donc j'imagine qu'il n'ira pas dormir, puisque le Sénat se prépare à l'accueillir. Et le Sénat, on considère que bon, c'est quand même pas une institution dans laquelle on est très très actif, comme à l'Assemblée nationale. C'est un peu un reposoir et un observatoire aussi pour essayer de jouer les conseillers et d'apaiser le climat politique là où il faut agir. La faiblesse des 2 mandatures de Louis Vlavono, c'est la question de contrôle de l'action du gouvernement. C'est véritablement cet aspect-là qui a été, on va dire, le talon d'Achille de sa gouvernance parlementaire, parce que les questions orales questions orales avec débat sur 66, il n'y en avait que 13 qui ont été appelées. Questions orales sans débat, je pense qu'il y en avait 27 et 10 seulement ont été appelés. Bon, bref, le taux de réponse aux questions posées était véritablement faible. Et dire que dans ce Parlement-là, dans cette législature-là, il y avait quand même l'opposition qui peut justifier le fait qu'il y ait beaucoup de questions orales. Et je pense que le gouvernement ne se prête plus au jeu des questions orales comme par le passé et que l'Assemblée nationale ne fait rien pour contraindre le gouvernement à quand même venir apporter des réponses. Je pense que si le gouvernement répond aux questions de l'Assemblée nationale, ça permet aux citoyens de comprendre son action, ça permet aux citoyens d'être moins enclins à faire un jugement hâtif ou erroné, et ça permet au peuple béninois tout entier d'être en phase avec ce qui se fait. C'est pour ça qu'il faut absolument que Joseph Dogbenou fasse en sorte que les questions posées au gouvernement soient véritablement prises au sérieux et que les ministres viennent effectivement pour répondre. Parce que même quand on soutient l'action du gouvernement, ça n'empêche que le gouvernement vienne dire ce qu'il a envie de faire. Est-ce que ce n'est pas la configuration politique qui fait que justement, on a du mal à obliger les ministres à venir? Vous êtes député UPR, vous déposez une question orale, celui qui est président de l'Assemblée nationale, il est UPR, et le ministre en question qui doit répondre à UPR, comment est-ce qu'ils peuvent s'obliger à répondre à l'exigence républicaine? Les partis n'ont aucun rôle dans l'affaire. Mais ils se voient dans un cadre. Il y a des textes de l'Assemblée nationale
qui régissent l'organisation et le fonctionnement du Parlement. Ça n'a rien à voir avec le fait que tel appartienne à tel parti ou tel autre parti. Donc, il y a des questions orales qu'on doit poser et je pense que pour honorer le parti, le ministre doit même faire en sorte de respecter le règlement intérieur. Quand le président de l'Assemblée nationale est UPR et qu'un ministre UPR refuse de venir au Parlement, ce n'est pas un bon parti. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que le ministre refuse. C'est un affront qui est fait à l'Assemblée nationale. Par le passé, c'est comme ça que les députés traitaient les ministres qui refusaient de venir au Parlement. Je me rappelle bien que sous Mathieu Kérékou, il ne fallait pas prendre le risque de ne pas aller à l'Assemblée nationale. Attention, quand il y a question orale, avec débat à l'Assemblée nationale, ou même sans débat, le ministre n'a pas le droit de ne pas y aller. Ça suscitait véritablement un tollé. Et ça nous permettait, à nous, les citoyens, de savoir ce qui se faisait. Mais quand on dit contrôle de l'action gouvernementale, ce n'est pas sanction du gouvernement. Oui, mais parfois, l'idée qui se dégage... gouvernementale, c'est la possibilité qui est donnée au gouvernement de venir expliquer un certain nombre de choses aux citoyens. Et quand on fait en sorte de ne pas venir faire cet exercice, c'est comme si on avait quelque chose à cacher. Et c'est ça qui donne le sentiment aux citoyens que le gouvernement est dans des... Oui, mais l'idée qui se dégage des questions qu'on pose immédiatement, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est pourquoi le député appelle justement à des explications. Bien sûr. Et là, ce n'est pas une bonne communication, en tout cas pour l'image du ministre, d'être peut-être appelé 2 ou 3 fois de la même année pour venir répondre des questions de députés. Ça fait comme si ce n'est pas bien géré, ce ministère. Mais si ce n'est pas bien géré, il constatera lui-même que ce n'est pas bien géré. Parce que si vous êtes obligé d'être appelé toutefois pour venir vous expliquer ce certain nombre de choses, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes dans votre ministère. C'est vrai que la politique politicienne amène parfois les députés à vouloir faire de la persécution comme ça pour mettre en difficulté le ministre. Le ministre. Mais si vous n'avez rien à cacher, venez dire ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'un ministre qui ne vient pas au Parlement parce qu'il estime qu'il est au-dessus de l'Assemblée nationale est un ministre qui met en danger la démocratie béninoise parce que nous avons des textes qui régissent le fonctionnement des institutions et ces textes-là obligent le ministre, enfin le gouvernement à venir répondre lorsque les députés le sollicitent parce que ce sont les représentants de la nation béninoise. Oui, mais justement, si le ministre ne vient pas, c'est tellement parce qu'il n'y a pas de contrainte et qu'il n'y a pas de réponse à donner à qui que ce soit. Oui, ça va. C'est les limites justement du fonctionnement du Parlement. Alors, avant, je vous disais, il n'y avait pas de gendarmes, mais les députés avaient pris sur eux de faire les gendarmes eux-mêmes. Et quand un ministre ne venait pas, 2 ou 3 interviews dans une télévision, ça suffisait pour que personne n'ait plus envie de faire la même chose. Vous voyez? Donc, ça, je pense que même quand on soutient un gouvernement, on peut obliger ce gouvernement à venir plancher pour expliquer ce que nous avons tous besoin de comprendre. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a des problèmes et que personne ne peut les expliquer, ça pose problème. Il ne suffit pas que le porte-parole du gouvernement vienne à chaque fois dire voici ce qui s'est passé pour que nous soyons totalement tranquilles. Parce que les députés posent des questions parfois et ont envie de créer un vrai débat pour comprendre fondamentalement ce qui s'est passé. Et à la suite, il leur arrive de dire nous créons une commission d'enquête parce que nous ne sommes pas satisfaits de votre réponse. Nous allons nous-mêmes chercher les réponses sur le terrain. D'accord? Donc, tout ça, c'est fait pour que l'action gouvernementale puisse se conduire avec le sentiment qu'il y a des gendarmes. Qu'il y a des gendarmes. Si le gouvernement se fout complètement de l'existence des gendarmes, il est en roue libre et ce n'est pas bon. Peut-être aussi que les ministres n'ont pas beaucoup de temps. Hein. Ils ont bouloté pour dire que depuis 2016, ça a quand même, travaillé. Alors, il n'y a rien qui puisse empêcher le ministre de ne pas répondre. Ah oui? Non. S'il a la tête dans le guidon, comme dirait le chef lui-même. Surtout pas le prétexte du manque de temps. Non, surtout pas. Parce que c'est par respect pour les textes, par respect pour la République et l'institution parlementaire qu'on ne peut pas ne pas répondre lorsqu'on est sollicité. Donc, moi, je pense qu'il faut reprendre cette habitude-là. C'était une excellente habitude qui nous permettait, en tant que citoyens, de suivre comment le pays fonctionnait et ça permettait aussi que les citoyens, à un moment ou à un autre, puissent faire des interventions à travers les députés. Aujourd'hui, tout ça
cet arrêté et les députés ne reçoivent plus les électeurs pour comprendre leurs sentiments, pour recueillir leurs approbations ou leurs désapprobations. Toutes ces choses-là se faisaient par le passé. Ouais, il faut rétablir tout ça pour que les citoyens aient vraiment le sentiment que ceux qui gouvernent, gouvernent pour... De quels moyens dispose justement l'actuelle mandature pour contraindre un ministre à venir si vraiment le ministre n'est pas déterminé à y répondre et surtout que son chef peut-être, le chef du ministre, ne l'y oblige pas d'une manière ou d'une autre. L'avantage, c'est que tous les partis sont du même bord et que tous les acteurs politiques de la mouvance présidentielle se parlent. Et que le président qui va suivre, qui va prendre la succession de Patrice Talon, aura peut-être à cœur de faire les choses un peu mieux, parce que Patrice Talon était dans les réformes, il avait la tête dans le guidon, et pour lui, il n'y avait pas vraiment de distraction à faire, parce qu'il y avait très peu de choses à expliquer à un moment que nous puissions comprendre. Et nous ne pouvions pas comprendre. Et ça aussi, ça fait partie des raisons peut-être pour lesquelles il n'y avait pas de questions auxquelles le gouvernement, auxquelles les ministres répondaient. Et à un moment, nous ne pouvions pas comprendre. Et il fallait que le temps passe et que nous puissions voir un certain nombre de choses, que nous puissions découvrir un certain nombre de choses avant que peut-être on puisse venir nous donner des réponses. Donc, si la mandature les 2 mandats de Patrice Talon sont considérés comme des mandats de transition, parce que maintenant on s'est installé dans un système, dans un certain système, je pense que les mandatures aujourd'hui de l'Assemblée nationale doivent permettre, à partir de maintenant, en tout cas, de renouer avec certaines pratiques qui faisaient la fierté des Béninois et qui faisaient qu'on nous regardait avec satisfaction. Oui, parmi justement ces pratiques, la réédition des comptes périodiques, ça a beaucoup manqué à la 9e mandature. Bon, mais il y a quand même eu 1 ou 2... Oui, il a fallu que le tollé commence autour de la révision de la Constitution au lendemain justement du vote pour que, bon... Et que pour la loi sur les chefferies traditionnels aussi, on commence à grogner pour que, bon... Mais je pense que l'Assemblée nationale devrait instituer la reddition des comptes comme étant partie intégrante de... Il y a un budget qui est alloué à ça. Absolument. Et il y a un bon budget d'ailleurs qui est alloué à ça. Et je pense qu'il n'appartient qu'aux députés de décider d'aller de temps en temps faire la reddition des comptes. Mais encore faudrait-il que les citoyens en éprouvent le besoin. S'il y a une sorte de désaffection et que finalement les gens se disent ce que vous faites là-bas, on n'a pas besoin de savoir, et que c'est seulement lorsqu'il y a des lois comme la révision de la Constitution ou le code électoral que, bon, on se réveille pour dire qu'on veut comprendre. Il y a des raisons aussi pour que l'Assemblée nationale décide de ne pas faire des redditions de comptes puisqu'il n'y a pas de pression pour les obliger à le faire. Donc, je crois que naturellement, l'Assemblée devrait renouer avec ça. Mais déjà, si le système de communication est plus fluide et que nous avons désormais des débats parlementaires nourris et rendus populaires sur les ondes, la reddition des comptes on va dire, n'est plus obligatoire dans les mois qui suivent. On peut attendre peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas si on a suffisamment d'éléments pour aller recueillir les éléments d'appréciation. Le contact physique est toujours différent avec... les députés le font de toute façon à titre individuel régulièrement. C'est peut-être qu'au niveau du Parlement, ça ne s'organise pas de façon... au cours de la 8e législature, on a eu ça. Au cours de la 9e aussi. Et ce qu'il faut, c'est peut-être qu'on en ait davantage et que avant le vote de certaines lois sensibles, on ait le contact avec les citoyens avant de passer le recueil des avis, les discussions préalables, etc. Pour ne pas donner justement avant le sentiment de passer au vote, même si on sait d'avance ce qu'on va faire, il faut quand même donner le sentiment aux citoyens qu'il a été consulté, qu'il a donné son avis et que c'est la majorité qui l'a emporté et qui a donné le résultat. Parfois, cette démarche aussi peut faire perdre du temps. Voilà, on a l'impression qu'on parle dans l'air. On était dans des mandats de transition, il fallait aller au pas de charge, mais aujourd'hui, la base est installée. On peut dire qu'il y a une fondation qui est installée et que nous pouvons maintenant, avec une certaine sérénité, renouer avec certaines habitudes qui faisaient notre fierté. Quelle est la loi qui vous a vraiment marqué sous la dernière présidence de Vlavonu? Moi, je dirais la loi sous la chefferie traditionnelle. En quoi est-ce qu'elle est si importante? Elle est si importante que
aujourd'hui, le gouvernement peut renouer avec la consultation de nos têtes couronnées par rapport à la conduite des affaires de la cité. Nous avons une culture, nous avons une histoire, nous avons des traditions, et ce n'était pas tout à fait une bonne chose que de tourner le dos à tout ça et de fonctionner un peu comme si nous étions un État européen. Il faut que nous puissions intégrer à la gouvernance les éléments de base de notre vivre ensemble. Et c'est en cela que moi, j'aime beaucoup que cette loi-là soit votée, parce que désormais, le gouvernement peut s'appuyer sur les chefs traditionnels pour régler un certain nombre de problèmes, même à la base. Et éviter même les conflits à la base. Anticiper sur les conflits. Et jusqu'à présent, ça n'a pas encore véritablement commencé par fonctionner comme ça devrait, mais la loi existe déjà, et je pense qu'on Il y a même un cadre qui est bien dégagé, puisqu'on a déterminé désormais les royaumes, les couronnés, on les a classifiés. Exactement. Et donc, on sait désormais qui sont les interlocuteurs et avec quel, on va dire, quels ordres du jour on peut les rencontrer pour échanger et avoir des échanges constructifs. Je veux dire par là que cette loi, si elle était exploitée véritablement, donnerait lieu à une gouvernance moins heurtée. Moins heurtée. Pour la simple raison que les chefs traditionnels ont encore aujourd'hui un certain poids dans la société et peuvent véritablement... Moi, ma crainte, c'est cette propension, cette facilité de cette être couronnée, justement, à aller surfer sur le terrain politique, ou cette capacité des acteurs politiques, désormais à aller justement dans leur rang. La loi interdit même désormais aux têtes couronnées de faire de la politique. Ah, oui, mais ça n'empêche pas que dans les faits, on peut, enfin, d'une manière ou d'une autre, voir des têtes couronnées dans des postures qui soient ambiguës. On ne les verra pas dans des postures ambiguës, parce que la loi aussi l'interdit. Mais par contre, dans leur palais, ils sont libres de s'exprimer, enfin, ils sont libres de parler à l'oreille de qui ils veulent et de dire ce qu'ils veulent à l'oreille de qui ils veulent. Hein? Donc, ils peuvent avoir comment on va dire, des préférences et même de la sympathie pour tel ou tel parti politique ou tel courant politique. Mais ils ne peuvent pas s'afficher, et c'est déjà très important qu'ils ne puissent pas s'afficher avec ça. Et ça permet véritablement d'avoir une société qui, à la base, n'est pas dans l'effervescence politique permanente. Allez, on va passer à notre troisième sujet. On va s'intéresser justement à ce qui se passe au niveau donc, de la Cour suprême et qui concerne les élections communales. On était passé par ici, sur ce plateau, pour annoncer, en tout cas, à la lecture des résultats proclamés par la Sénat, annoncer, présenter des analyses liées justement à la nouvelle configuration donc, des communes du Bénin, le BR qui avait eu 38 communes, c'est ça, hein, et l'Union progressiste, le renouveau 39, ouais. Exactement. Ces calculs sont caducs, hein, pour employer le mot de l'autre. Oui, parce que même si la Sénat a proclamé des résultats supposés être définitifs, ces résultats sont influencés aujourd'hui par les recours qui sont déposés à la Cour suprême et qui, aujourd'hui, sont en train de redessiner carrément la configuration politique. Je pense que déjà, il faut saluer la façon dont la Cour suprême, aujourd'hui, fonctionne. Ah bon? Et il y a une sorte d'ouverture qui permet à tous les citoyens de suivre en direct les débats qui se font et même d'avoir la possibilité d'aller les consulter après sur les réseaux sociaux. En quoi est-ce que c'est une avancée? Puisque les acteurs qui sont directement concernés justement par ce qui se dit à la Cour suprême, c'est ceux qui ne s'entendent pas au sujet, je dois dire, des votes issus de l'élection. Quand le juge délibère sur la place publique, c'est toujours une avancée. Ça permet de savoir qu'il n'y a pas de magouille. Ça permet de savoir qu'on ne peut pas avoir influencé le juge pour qu'il dise ceci ou cela et qu'il décide de ceci ou cela. Moi, je pense que c'est déjà ça qu'il faut saluer. Et dire par la même occasion que dans cette affaire, dans cette élection, notamment des conseillers communaux, la Sénat n'a pas brillé par une grande efficacité. Parce que les résultats qui sont querellés
devant la Cour suprême sont quand même des résultats proclamés officiellement Sénat. par la Sénat. Et donc, il se trouve que si ces résultats sont modifiés de façon aussi significative, parce que c'est quand même dans 7 communes, je crois que déjà il y a des modifications. S'il y a tant de changements, c'est que quelque part au niveau de la Sénat, il y a eu soit de la négligence dans la compilation des résultats, soit de la malveillance tout simplement, parce que le principal grief qui est porté devant la Cour suprême, c'est le changement, l'inversion des résultats. Et ça s'est noté dans plusieurs communes, plusieurs arrondissements. Et la Cour suprême, en examinant, s'est rendu compte qu'effectivement, on avait mal attribué les sièges. Donc, quelque part, la Sénat n'a pas véritablement pris toutes les dispositions pour être à la hauteur de la tâche. On peut comprendre peut-être tout ce qui s'est passé ce jour-là, les intempéries hautes, les retards, etc., peuvent avoir influencé d'une manière ou d'une autre, je dois dire, le calme, la sérénité qui devrait entourer justement la gestion de l'après-vote. N'oubliez pas, on a mis près de 20 jours pour avoir les résultats de la Sénat. C'était déjà quelque chose d'assez étonnant dans un pays où on vote depuis 35 ans maintenant. Donc, même les problèmes et les ratés qu'il y a eu au début, ce n'était pas de l'ordre des choses acceptables. Je pense que nous sommes un peuple de gens tolérants et nous nous sommes dit, bon, c'est pas bien grave. Sinon, en réalité, il faut bien que des gens répondent de dysfonctionnements aussi graves. Et dans le cadre de la proclamation de ces résultats, on ne peut pas non plus faire l'économie des responsabilités à situer pour savoir ce qui se passe. Parce que sinon, on ne pourra pas corriger les dysfonctionnements et on ne pourra pas s'assurer que les autres fois, on n'aura pas ces cas de figure. Donc, il faut savoir situer la responsabilité et savoir si c'est de la malveillance carrément ou bien si c'est des erreurs matérielles qui sont glissées pour des raisons différentes. On ne peut pas s'imaginer que ce soit de la malveillance, peut-être de l'inattention, peut-être. On ne peut pas non plus dire que c'est de l'inexpérience, parce que quand même, ceux qui sont au niveau, je dois dire, du Conseil électoral, c'est quand même des gens expérimentés, d'une certaine crédibilité. Oui, la Sénat n'est quand même plus à une élection près, ni à 2 élections près. Et le fait même que nous ayons des élections générales ne peut pas justifier que nous ayons tous ces problèmes-là. Donc, soit elle ne s'est pas bien préparée, ou alors il y a à l'intérieur des personnes qui font en sorte de créer des problèmes pour que les résultats soient querellés. Alors, celui qui devrait être content, c'est le militant UPR par rapport justement à ces réajustements de la Cour suprême. C'est le militant UPR. L'UPR qui avait perdu, en tout cas tel qu'annoncé par la Sénat, c'était une mairie qui était quand même des mairies très importantes. Hein. Je vais annoncer notamment Porto Novo, par exemple, notamment à Lada aussi, qui était Zé, etc. Des mairies qui étaient importantes et qui avaient été annoncées perdues par le parti au logo de Baobab, qui les retrouve finalement. Je dis, le militant UPR devait être content. Ah oui, je pense que la Cour suprême, du moins, a rétabli les résultats et a fait en sorte que l'UPR jubile pratiquement aujourd'hui parce qu'on ne comprenait pas tout à fait les raisons pour lesquelles ils ont pu perdre une commune comme Porto Novo. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est rétabli. Il y a un certain nombre de communes qui sont rétablies comme ça. L'UPR a des raisons, effectivement, d'être dans la satisfaction et le BR un peu moins parce que tout ça se fait un peu au détriment. Oui. Il n'y a qu'une seule commune que le BR a pu récupérer, en tout cas dans le réajustement des chiffres. Mais on dit peut-être que le juge est en train de faire du beau travail, mais sur le terrain, ça peut se révéler très dangereux parce que certains candidats qui avaient été annoncés élus ou qui se voyaient déjà, en tout cas, en tant que maire, parce que leur parti est annoncé avoir gagné la majorité donc, au niveau du Conseil, ont commencé à fêter pour à la fin apprendre qu'en réalité, ils ont fêté un peu trop tôt et que c'est par contre le concurrent qui a gagné. Ça peut créer un gros malaise à la base. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas parce qu'en réalité, tous les partis politiques ont fait des compilations et tous les partis qui ont fait des compilations justes savent très bien qui a gagné et qui n'a pas gagné. Et donc aujourd'hui, moi j'ai suivi les débats à la Cour suprême, les résultats qui sont recueillis au niveau du bureau de vote, qui sont
recueillis au niveau des partis politiques, qui sont affichés au niveau des bureaux de vote, sont concordants. C'est seulement au niveau de la Sénat qu'on ne comprend pas pourquoi il y a eu une inversion. Voilà. Donc, les partis politiques qui ont fait une compilation honnête savent très bien qu'il ne faut pas jubiler, même si on vous dit que vous êtes passé, parce que vous-même, vous avez compilé, et vous savez très bien que ce n'est pas vous qui avez gagné. Donc, je pense que ceux qui ont fêté par anticipation ont été un peu naïfs, parce que quand on est dans la politique, et que... Naïfs ou hypocrites, puisque s'ils savent très bien qu'ils ont perdu et qu'ils fêtent quand même, c'est que quelque part, ils s'imaginent peut-être que la Cour suprême n'y verrait que du feu. Mais le travail a été fait avec beaucoup de rigueur, et on a demandé à la Sénat de reproduire un certain nombre de documents, même si j'ai observé que la Sénat n'a pas répondu présent à tout moment. On a attendu des documents de la Sénat qui ne sont pas venus, mais la Cour, sur la base d'un certain nombre de preuves, a quand même tranché. Donc, ceux qui ont fêté par anticipation n'avaient pas raison de fêter. Du coup, les analyses sur la base de 38 contre 39 étaient biaisées. C'était biaisé complètement. Et ceux qui jubilaient justement sur la base de ça savaient au fond d'eux-mêmes qu'il y avait quelque part des problèmes. Parce que les partis politiques ont quand même envoyé des représentants dans les bureaux de vote qui ont ramené des feuilles de dépouillement. Et devant la Cour suprême, j'ai bien entendu beaucoup parmi les requérants dire les résultats qui ont été collectionnés partout, aussi bien dans les bureaux de vote que dans les arrondissements, que tout concorde parfaitement, mais que c'est seulement à la Sénat qu'on a observé qu'il y avait des problèmes dans l'attribution des sièges, parce que les résultats ont été par moments inversés. Donc le PR qui, à nouveau, en tout cas, impose son hégémonie sur la scène politique nationale, et notamment dans les communes du Bénin. Oui, et je pense qu'il faut considérer que c'est le premier parti définitivement du pays, et que le BR doit s'armer davantage pour challenger le PR, et je pense que c'est ce qu'ils se préparent tous à faire sans aucun doute, parce que personne n'a envie d'être l'éternel. Oui, on a une trêve de 7 ans, on n'a pas d'enjeu en vue, les contrôles sont effectués sur les centres de pouvoir qui existent. Non, je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. Quand on parle de trêve, à mon sens, ce n'est pas l'arrêt de tout ce qui nous permet de convaincre l'électeur. C'est-à-dire, c'est oublier les débats politiciens. C'est les heurts que nous essayons d'éviter, c'est les frictions que nous essayons d'éviter, c'est les affrontements inutiles qui nous freinent et qui nous blessent, qui nous envoient en prison inutilement. C'est ça qui détermine justement l'issue parfois même des campagnes électorales et autres. On n'est pas obligé de faire ça pour gagner une élection. Ah bon? C'est par les idées qu'il faut convaincre les citoyens. À quelle cible? Une population analphabète qui n'est pas très intéressée, très au fait de l'actualité et des enjeux politiques véritables? Et je pense que c'est à nous qu'il appartient de faire en sorte que la population s'intéresse davantage à tous les enjeux. Parce que nous ne sommes pas obligés de tout dire en français. Nous ne sommes pas obligés de faire tous les débats en français. Personne ne nous y oblige. Et lorsque les députés vont sur le terrain, ils ne s'expriment pas uniquement en français devant leurs électeurs. Ils prennent le temps, dans la langue maternelle, de leur expliquer un certain nombre de choses. Donc, conscientiser le citoyen, élever le niveau du débat, ça doit faire partie des priorités d'aujourd'hui, pour que nous ne soyons pas obligés de croire que c'est dans l'affrontement, que c'est dans les invectives au quotidien que la démocratie est vivifiée. C'est aussi et surtout dans les débats d'idées, les débats constructifs, les débats où on fait des propositions pour améliorer l'existant. Donc c'est cela, fondamentalement, que nous devons cultiver aujourd'hui pour que... Et quand on fait ça, on occulte notamment l'action politique sur le terrain, c'est-à-dire aller auprès des populations, continuer l'œuvre de séduction comme ça se faisait par le passé parce que les élections étaient rapprochées. On aura une distance qui va se créer certainement entre les acteurs politiques et les populations. C'est probable, et c'est même, d'ailleurs, je crois que c'est certain d'ailleurs, parce que si nous décidons de ne pas faire de la politique politicienne sur le terrain pendant un moment, ça suppose que chacun va à ses occupations tranquillement, et on oublie un peu la politique politicienne jusqu'au moment où on se dit, bon, ça y est, on
on va aller vers les élections, il faut se déterminer et à ce moment-là, on reprend. Anissé Karosoke, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien.